Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Il nous a fait voyager dans le lac intérieur du centre de la Terre, nous a emmenés du fond des abysses de nos océans jusqu'au pôle de notre planète, a parcouru les mers et les continents avec ses personnages, est parti à la découverte de l'espace et de la Lune 100 ans avant tout le monde. Il a détaillé dans ses romans l'état de la science de son époque, de la navigation à la botanique, des technologies de son siècle à celles fantasmées des suivants qui n'existaient pas encore. Il a donné envie d'aventure à plusieurs générations de lecteurs du monde entier. Aujourd'hui, le Labo des Savoirs plonge dans l'œuvre d'un auteur prolifique et mirifique nantais du 19e siècle. Jules Verne voyage au centre des sciences. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Cette émission vernienne a été réalisée en collaboration avec le Muséum d'Histoire naturelle de Nantes à l'occasion de son cycle de conférences Sciences étonnantes. Et pour parler de Jules Verne, de son œuvre et de son rapport aux sciences, il faut quelqu'un qui le connaît bien. Avec nous pour cette émission, Olivier Sauzereau. Vous êtes docteur en Histoire des sciences à Nantes Université, chercheur associé au Centre François Viette, mais également au CRHIA, Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Quand vous n'observez pas le ciel nocturne de votre observatoire maison pour faire de l'astrophotographie, vous vulgarisez les sciences à travers des livres, vous en avez publié une dizaine, mais aussi sur YouTube. Vous avez votre propre chaîne, mais vous avez aussi participé aux vidéos d'une chaîne parfaitement dans notre thème du jour, Jules Verne Saga. Les lecteurs des Voyages extraordinaires découvrent, en complément de ce roman de Jules Verne, un texte intitulé « De Rotterdam à Copenhague, à bord du yacht à vapeur Saint-Michel ». L'auteur est Paul Verne, le frère de notre romancier. Apparaissent ainsi, au sein même de la collection des Voyages extraordinaires, les propres aventures de Jules Verne et de son frère Paul. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Dehors, tout ce qui pèse, tout, et à la grâce de Dieu. Ainsi commence le roman de Jules Verne, L'île mystérieuse. Rumeurs lointaines se firent entendre. Un extraordinaire phénomène sismique était en train de se produire. Comment se termine cette aventure? Je puis vous révéler que les membres de notre expédition arriveront à échapper au redoutable Hadjar et à ses hommes. À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire naturelle de Nantes, appelée Jules Verne et la mer, nous avons pu poser quelques questions en préambule de votre conférence. Et dans cette émission, nous aurons également Sacha Citerne, qui sera là pour sa première chronique pour le Labo des Savoirs et qui nous parlera de science et de littérature. Bonne écoute au Labo des Savoirs. La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs. Une première question toute simple. Olivier Sauzereau, vous êtes historien des sciences. Donc, historien des sciences, ça regroupe l'histoire et les sciences. C'est pas forcément évident pour le grand public d'entendre parler de ces deux sujets en même temps. Qu'est-ce que c'est qu'être historien des sciences et comment ça marche? Quelles sources on utilise dans ces cas-là? Alors, l'histoire des sciences à l'Université de Nantes, elle est particulièrement réunie auprès du laboratoire d'histoire des sciences et des techniques, qui est le Centre François Viette, dont je suis un membre associé et où j'ai réalisé ma thèse de doctorat, que j'ai soutenue en 2012. C'est travailler effectivement sur le processus de découverte, de comment la science elle a évolué au fur et à mesure des siècles. Et pour ce qui me concerne, ma spécialité, je suis plus sur le 18e, fin 18e et surtout sur le 19e. Et je travaille sur l'histoire de la navigation astronomique et pour être plus précis, sur l'histoire des observatoires astronomiques de la marine en France de la fin du 18e jusqu'au tout début du 20e siècle.
Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on utilise pour faire ce travail? C'est des sources scientifiques, Ce littéraires? sont des sources, alors en l'occurrence pour ce qui me concerne, puisque chaque historien des sciences, en fonction de sa spécialisation, vous avez des historiens des sciences ou des techniques, et des techniques qui travaillent sur l'Antiquité, il y en a qui travaillent sur le XXe siècle, d'autres sur la partie médiévale, donc forcément, et selon le sujet, on n'a pas les mêmes sources. Pour ce qui me concerne, ce sont des sources principalement de correspondance entre ces responsables d'observatoires, entre les officiers de marine, le ministère de la Marine, le dépôt de la Marine, le dépôt des cartes et plans de la Marine qui avait en charge les chronomètres, qui étaient justement contrôlés dans ces observatoires. Et mes centres d'archives ont principalement été les services historiques de la Défense qui sont installés à Vincennes ou dans les principaux ports de France. Donc c'est de ces lettres que vous tirez des informations sur Absolument, la ce qui a construction. permis de reconstituer ces différents observatoires de la Marine au niveau de leurs principes de création, pourquoi ils ont été créés, comment ils ont fonctionné, et notamment la redécouverte de 2 observatoires chronométriques à Nantes qui se sont succédés entre 1823 et 1887. On va reparler de cette découverte assez fascinante de ces observatoires nantais. Mais avant, vous êtes aussi connu pour votre travail notamment sur Jules Verne. Alors Jules Verne, c'est encore un autre domaine, c'est plus de la littérature. Est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique dans la littérature de Jules Verne? Alors oui, en sachant que Jules Verne n'a fait aucune étude scientifique, c'est un avocat, même s'il n'a jamais exercé, il a un seul diplôme qui est celui d'avocat. Ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas du tout le Léonard de Vinci du 19e, comme parfois on peut le laisser sous-entendre. C'est quelqu'un qui par contre est fasciné par l'encyclopédie, par le savoir, par la curiosité d'apprendre, et on peut dire que l'œuvre de Jules Verne est une œuvre encyclopédique, c'est un vulgarisateur de science, c'est un passeur de science, c'est un de ces rares auteurs qui a fait la passerelle, le lien entre une science en train de se pratiquer de son époque et puis un public très large. Émile Zola a très bien explicité le travail de Jules Verne en disant et en écrivant que Monsieur Jules Verne mettait la science en drame. Voilà, de la même manière que Alexandre Dumas a mis l'histoire en drame, en prélevant des éléments de l'histoire réelle, d'Artagnan, les mousquetaires, le masque de fer, etc. Et on a fait un drame et des drames que l'on connaît bien. Eh bien, Jules Verne va prélever effectivement des éléments scientifiques pour en faire des drames. Et en cela, il a inventé un genre littéraire qui est le roman de la science. J'allais vous poser la question, est-ce que ce n'est pas les prémices de la science-fiction finalement? Ah, c'est tout un débat avec beaucoup d'opposition, effectivement. Certains considèrent qu'il est le père du roman de science-fiction. En même temps, le genre n'existe pas à proprement parler à l'époque de Jules Verne, ou tout au moins il va mourir au tout début du genre science-fiction. Et quoique là aussi, la date de naissance du genre, je pense qu'il y a débat. Et une chose est certaine, Jules Verne est dans l'univers de la science-fiction parce qu'il suffit d'aller fréquenter le formidable festival Utopial à Nantes, un des plus grands festivals de science-fiction d'Europe, peut-être même du monde, et pour se rendre compte que Jules Verne est toujours là. Voilà, il est là, et beaucoup d'auteurs de science-fiction considèrent que Jules Verne, c'est un peu leur grand-père. Je profite de ce que vous me dites pour rappeler que nous, le Labo des Savoirs, on sera aussi aux Utopiales et c'est un super festival, je vous invite à tous y aller. Alors Jules Verne, on le connaît de nom tous, mais un petit rappel de sa vie, ça peut faire du bien aussi. Il est né en 1828 dans notre belle ville de Nantes. Il a d'abord écrit des pièces de théâtre avant de se tourner vers les romans et les nouvelles, pour lesquels on le connaît le plus. Son premier roman, c'est 5 semaines en ballon, qui est publié en 1863. Lui, il a 35 ans et c'est immédiatement un succès en France et à l'étranger. Commence alors la création d'une collection de romans, de nouvelles d'aventures qui sont regroupés sous le nom des Voyages extraordinaires. On y parle donc de voyages, mais aussi de progrès techniques et scientifiques et d'aventures. Donc ça s'adresse aux enfants comme aux adultes et du monde entier, puisque selon l'index des traductions de l'UNESCO, dans le top 50 des auteurs, Jules Verne est le 2e auteur le plus traduit dans le monde, juste derrière Agatha Christie, qui est la première, et devant William Shakespeare. Donc parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer 5 semaines en ballon, son premier roman,
romans, 20 milieux sous les mers, Le voyage au centre de la Terre, Le tour du monde en 80 jours, L'île mystérieuse, etc. Est-ce que vous avez un roman préféré de Jules Verne? C'est variable d'un jour sur l'autre. C'est variable d'un jour sur l'autre. Alors, je ne peux pas en répondre un particulier. J'ai une affection particulière pour Voyage au centre de la Terre, qui est un roman pour lequel j'ai une grande passion, effectivement, que je trouve remarquable. 20 milieux sous les mers, chaque fois que je le relis, je me dis, mais quel chef-d'œuvre. Je suis complètement dans cette aventure au sein du sous-marin Nautilus, la présence du rêve, des cauchemars, cette ambiance étrange, mystérieuse qui règne dans ce sous-marin, le personnage de Nemo qui est très complexe également. Et puis des romans méconnus, j'ai notamment Le Sphinx des glaces, qui est un roman, alors pour le coup souvent inconnu de la part du grand public, et dont je soupçonne Jules Verne de l'avoir rêvé d'écrire pendant des dizaines d'années, et d'attendre plutôt pas tout à fait le soir de sa vie, mais enfin les 10 dernières années de sa vie pour l'écrire, et qui est la suite d'un autre roman, mais qui n'est pas de Jules Verne, mais d'Edgar Allan Poe. C'est la suite des aventures d'Arthur Gordon Pym, dont dans l'œuvre d'Edgar Poe, eh bien, le roman se terminait par 3 petits points, avec une incertitude mystérieuse, totale, qui en faisait aussi le charme. Et Jules Verne a relevé le défi d'imaginer une suite. Donc c'est le Sphinx des glaces. Il a pris un héros qui n'était pas le sien. Voilà, absolument. Mais c'est en même temps un roman qui est une mise en abîme dans la mise en abîme. C'est un roman où les héros de Jules Verne rencontrent les héros d'Edgar Allan Poe. C'est un roman qui est un hommage à Edgar Allan Poe. C'est un très beau roman que je conseille fortement. Ça donne envie de le lire en tout cas. Et vous avez une chaîne YouTube où vous parlez de Jules Verne et de ses personnages aussi, non? Alors, il existe une chaîne YouTube qui s'appelle, je pense que c'est Jules Verne Saga, si je ne dis pas de bêtises. Hein, voilà. Donc, c'est pas moi qui la gère, c'est pour ça que j'ai un tout petit doute. Mais voilà, il suffit de taper Jules Verne Saga sur Internet et puis YouTube, et vous allez tomber effectivement sur une chaîne YouTube où vous avez 64 films réalisés avec Paul Cornet, qui a été mon comparse dans cette aventure cinématographique. 64 films de 13 minutes chacun, et c'est un tour de Jules Verne, du monde de Jules Verne en 800 minutes. 12 heures de film où dans chacun de ces films, eh bien, en 13 minutes, je raconte un roman de Jules Verne en étant intégré à l'intérieur de l'univers graphique du roman concerné. Mais attention, je ne dis jamais la fin du roman. Pour donner envie de le lire. Voilà. Et donc ces romans, c'est des romans d'aventure, on le sait, mais Jules Verne n'était pas connu comme étant un grand aventurier. Alors est-ce qu'il pas un aventurier. Oui, il aurait écrit tout ça depuis sa chaise de bureau? Et en même temps, non. Enfin, oui et non. C'est plus complexe que cela. On a souvent fait effectivement de Jules Verne quelqu'un qui aurait écrit ses voyages extraordinaires sans jamais quitter son cabinet d'écriture. Et en même temps, Jules Verne n'est pas un aventurier. À aucun moment, Jules Verne va... Voilà, l'aventure, c'est se mettre en danger. Et ce n'est pas le cas de Jules Verne. Pourtant, il a néanmoins beaucoup plus voyagé que la moyenne de ses contemporains, et souvent le public est surpris par exemple d'apprendre que Jules Verne est allé aux États-Unis. Pas longtemps, certes, il est allé une semaine, il a pris le chemin de fer, il est allé jusqu'aux chutes de Niagara, etc. Mais ce voyage court aux États-Unis a néanmoins marqué profondément Jules Verne, qui va avoir une analyse très précise et très fine sur le monde des États-Unis, sur la sociologie des États-Unis. Et puis ça lui a permis aussi de traverser l'Atlantique, tout de même, ce qui n'était pas rien. Et puis Jules Verne, surtout, eh bien, c'est un marin. Alors, pas un marin professionnel, mais un marin dans le sens amateur, noble du terme. C'est un amoureux de la mer. Il va avoir 3 bateaux successifs, et il est révélateur de constater que quand Jules Verne commence à gagner de l'argent, au point de pouvoir en mettre éventuellement un petit peu de côté, après avoir quand même vécu beaucoup de vaches maigres, eh bien la première chose que fait Jules Verne, et je trouve que c'est très révélateur, il ne s'achète pas d'appartement, il ne s'achète pas une maison, il se fait construire un bateau. Il commence par acheter un bateau, c'est ça. Voilà. Avant, Voilà. Pour en avoir jusqu'à 3, c'est ça? 3 successifs, voilà, le Saint-Michel 1, le Saint-Michel 2 et un yacht à la fin incroyable qui a été construit à Nantes et qui fait 38 mètres de long, 11 membres d'équipage, tous bretons, tenez à préciser Jules Verne, ce qui était une preuve de qualité, et dont le port d'attache était Nantes.
Nantes, notre ville de Nantes. Alors dans ces romans, vous l'avez dit, c'est un amoureux de la mer et la mer est souvent très présente. La mer comme les bateaux, comme les créatures marines un peu fantastiques qu'on peut retrouver. Est-ce que toutes ces descriptions sont puisées de la réalité, donc de ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il s'est aussi peut-être servi de sources, de témoignages de marins, de sources scientifiques pour écrire tout ça? Ah oui, alors Jules Verne se documente d'une manière absolument extraordinaire. Et bien souvent d'ailleurs, c'est ce qui fait la grande richesse de la lecture des romans. Jules Verne n'est pas avare bien souvent de nous donner les sources de ces informations. Et Jules Verne va avoir des conseillers, il va avoir des relecteurs scientifiques, il va être d'ailleurs, c'est une conséquence de 5 semaines en ballon, il va être membre de la Société de géographie, ce dont il est extrêmement fier, qui est à l'époque une société savante avec des explorateurs qui reviennent d'expédition à l'autre bout du monde. Et donc Jules Verne a la possibilité de rencontrer des savants, des géographes, des explorateurs. Et il n'est pas rare d'ailleurs que Jules Verne, à la Société de géographie, en avant-première, présente le roman qu'il vient de finir d'écrire ou qu'il est en cours d'écriture et qu'il lise en avant-première d'ailleurs quelques passages clés du roman. Et donc il se confronte, voilà, effectivement, à de réels explorateurs qui bien souvent d'ailleurs sont cités d'ailleurs dans son œuvre. Pour des romans comme par exemple De la Terre à la Lune ou Autour de la Lune, il va se faire conseiller par son cousin qui est polytechnicien, qui est quelqu'un qui est très proche des milieux académiques et de l'Académie des sciences. Et donc Jules Verne, c'est pas quelqu'un qui va inventer les choses qui vont venir dans sa tête et avoir ce génie, voilà, d'imaginer des choses totalement invraisemblables. Non, c'est lié à un très très gros travail de documentation. On n'a pas à imaginer tout le travail de source qu'a nécessité Jules Verne. Donc vraiment, il se nourrit de science. Il se nourrit, c'est vraiment le terme. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui retransmet après dans les romans, c'est juste scientifiquement, ou est-ce qu'il se permet quand même quelques fantaisies? Il se permet des fantaisies. C'est parce que, comme vous l'avez fait parfaitement remarquer, il va y avoir la création de la collection des voyages extraordinaires, mais il ne faut pas oublier le sous-titre ou le deuxième titre, qui est celui des voyages dans les mondes connus et inconnus. Et c'est-à-dire que Jules Verne, va systématiquement, quel que soit son roman, nous faire voyager. Quand on prend un roman de Jules Verne, on va faire un voyage géographique, donc on va découvrir le monde. Et là, Jules Verne, généralement, la description qu'il nous fait de ce monde que l'on découvre au fur et à mesure est d'une très grande précision, généralement, à partir des sources les plus fiables qu'il ait pu trouver, avec cette magie, voilà, quand il n'est pas allé dans les lieux concernés, d'être capable de ressentir lui-même l'ambiance, l'atmosphère, la souffrance, parce qu'il s'est tellement documenté, il a lu tellement de récits d'explorateurs quand lui-même ne les a pas rencontrés, qu'il arrive à retranscrire une émotion de monde dans lequel il n'a jamais mis les pieds, bien souvent. Et puis en même temps, Jules Verne nous fait un voyage encyclopédique parce que c'est un voyage où Jules Verne nous apprend à comprendre le fonctionnement du monde. Donc, chaque roman de Jules Verne est un chapitre finalement d'une encyclopédie. Et puis il y a un troisième voyage qui est le voyage initiatique où il va nous entraîner dans le monde inconnu. Et là, on arrive parfois à des situations totalement invraisemblables, surréalistes, pourrait-on dire aujourd'hui, ou plutôt surnaturel, aurait dit Jules Verne, c'est-à-dire un monde auquel Jules Verne ne croit pas. Quand par exemple Jules Verne, dans Voyage au centre de la Terre, nous fait découvrir une forêt de champignons géants, des monstres antidiluviens, etc., Jules Verne ne croit pas à cela, bien évidemment. Nous sommes plutôt dans des codes de rites initiatiques et symboliques pour nous faire découvrir l'histoire du monde, pour arriver symboliquement à la naissance de l'homme, de comprendre l'histoire de notre monde et de notre humanité. Quel est le rapport entre les romans de Jules Verne, les étoiles et la navigation? Réponse juste après le titre « Where Did I Go » de Stella Taplow, qui, j'espère, vous donnera envie d'aventure. So hungry for perfect
Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes de retour avec Olivier Sauzereau, historien des sciences et grand lecteur de Jules Verne. Alors Jules Verne, il a écrit pour les adultes mais aussi pour les enfants. Est-ce qu'il y a des nouvelles ou des romans où il a fait l'effort peut-être de plus vulgariser, de s'adapter à son public ? Plutôt dans certaines situations. Voilà, il y a des romans qui seront publiés dans le magasin d'éducation et de récréation, qui, comme son nom l'indique, est un journal de famille avec voilà, une destination déjà jeunesse puis famille en général, et puis il a des romans aussi qui seront beaucoup moins enfants, voire même carrément plus adultes, et dont la publication sera plutôt dans des grands journaux, l'équivalent aujourd'hui du Monde, c'était Le Temps par exemple à l'époque, ou le journal des débats, puisque l'ensemble de l'œuvre de Jules Verne, à de rares exceptions près, avant d'être publié en volume, était publié en feuilleton. Voilà, dans les magazines ou dans des journaux de l'époque. Et on voit très bien dans la correspondance entre Jules Verne et son éditeur que voilà, certains romans, là celui-là, pas magasin d'éducation et de récréation, mais je pense au Chanceleur en particulier, qui est un roman très très sombre de Jules Verne. Là, c'est un journal, un récit qui a été plutôt dévolu au journal Le Temps. C'est clairement un récit adulte. On a parlé tout à l'heure donc de Jules Verne, amoureux de la mer, de ses bateaux, qui était la première chose dans laquelle il a mis de l'argent quand il en a eu. Oui, au grand désespoir d'Honorine, sa femme. Oui, qui avait un mal de mer épouvantable. Ah, ouais. Il ne pouvait pas l'accompagner Non. Alors peut-être que ça en faisait son bonheur aussi, hein, c'est possible. Voilà, enfin bon, ça c'est... Et alors vous travaillez sur la navigation astronomique, donc c'est là où j'essaie de faire un pont. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la navigation astronomique ? Eh bien, jusqu'à une époque extrêmement récente, c'est-à-dire moins de 30 ans, le marin qui traverse les mers a la nécessité de pouvoir se guider sur les étoiles ou le soleil ou la lune, parce que le GPS n'existe pas, et tout au moins dans le domaine civil et commercial. Et donc le seul moyen de pouvoir se repérer, eh bien, c'est d'utiliser le sextant, d'utiliser les tables astronomiques, les éphémérides de la connaissance des temps, etc. Tout comme on le faisait au XIXe siècle. Et la navigation astronomique est une navigation qui permet de connaître sa route, son point, grâce à la mesure de la hauteur des astres pour pouvoir déterminer une latitude et une longitude. Donc c'est un élément qui fait partie du développement de l'astronomie et de la navigation, sur laquelle d'ailleurs on revient beaucoup, parce que le GPS, qui est un système de positionnement par satellite, eh bien, se révèle être aussi un système fragile finalement, et dans le cadre du cyberterrorisme, eh bien, il n'est pas techniquement impossible qu'une puissance terroriste puisse induire en erreur un cargo, un paquebot, voire même un aéronef d'une fausse position. Voilà, c'est pas totalement quelque chose d'impossible, et c'est quelque chose qui est largement étudié actuellement, et certaines puissances militaires reviennent à la navigation astronomique, très modernisée certes, mais en se servant de la hauteur des astres pour pouvoir déterminer une position en étant totalement autonome. Et puis quand vous envoyez un robot dans l'espace, vers Jupiter, vers Saturne, ou que vous envoyez un robot se balader sur Mars, il n'y a pas de GPS là-bas, donc ils font de la navigation astronomique là aussi. Donc les robots dans l'espace naviguent comme Jules Verne à l'époque ? D'une certaine manière, oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, la navigation astronomique, qui est très présente dans l'œuvre de Jules Verne, et au point d'en faire parfois des images iconiques. Une des images iconiques les plus célèbres, probablement de l'univers de Jules Verne, c'est le capitaine Nemo, qu'on voit avec son sextant, qui est sur la passerelle du sous-marin Nautilus, et qui est précisément en train de faire une hauteur du Soleil, pour pouvoir déterminer sa longitude ensuite. Et c'est précisément la position qu'a choisi l'artiste qui a reproduit le capitaine Nemo sur l'esplanade Jean Bruno sur la butte Sainte-Anne, qui est avec son sextant. Et alors comment Jules Verne a appris à naviguer avec les étoiles ? Est-ce qu'il y a des... Alors il a d'abord appris à naviguer tout simplement comme tout gamin sur la Loire. Il y avait, comme nous dit Jules Verne dans ses souvenirs d'enfance, un loueur de bateau à 1 franc la journée. Et donc avec son frère Paul, qui est 1 an plus jeune, son frère cadet, eh bien, Paul et Jules, voilà, dès la
petite adolescence, commençaient déjà à pratiquer la navigation. Ils ont appris de cette manière-là, probablement qu'on leur a appris aussi. Et donc, ils ont beaucoup navigué. Voilà, la navigation, très, très rapidement, a pris un rôle extrêmement important. Et puis, Jules Verne va avoir une grande chance par son frère Paul, c'est que Paul va devenir un officier de marine. Voilà, il va faire l'école de marine, il va naviguer, il va faire le tour du monde sur des navires de commerce. Il participe en tant qu'officier à la guerre de Crimée, également dans la marine impériale. Paul va devenir le conseiller scientifique de Jules Verne pour les romans qui traitent de navigation. Quand vous savez que 8 romans sur 10 chez Jules Verne sont des romans qui nous parlent de navigation, vous imaginez l'importance de Paul pour l'écriture des romans de Jules Verne. Paul est un peu le capitaine Nemo de Jules Verne. Il lui sert de source sûre. Voilà, oui, on peut dire. Oui, alors Nemo, c'est pas tout à fait ça, parce que la personnalité de Paul n'est pas tout à fait celle de Nemo, mais en tout cas, effectivement, une référence. Et en citant Nemo, vous visez juste, puisque lorsque Jules Verne va commencer à écrire 20 000 lieues sous les mers, on a une lettre remarquable de Jules Verne qu'il écrit à son éditeur Hetzel. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'on est en août 1868, je le dis de mémoire, et Jules Verne est à Chantenay. Donc à côté de Nantes, comme il disait, dans leur maison de campagne. Et Jules Verne écrit à Hetzel qu'ils commencent leur voyage sous les eaux. C'est comme cela qu'il baptisait au départ 20 000 lieues sous les mers et qu'il travaillait à la machine de ce qu'allait devenir le capitaine Nemo, mais qui ne s'appelait pas encore ainsi à l'époque. Jules Verne, dont on parle depuis le début de cette émission, figure littéraire du 19e siècle, était donc aussi un amateur de sciences et de techniques, et c'est loin d'être le seul auteur à mélanger littérature et science. D'ailleurs, cette division arbitraire est plutôt récente à l'échelle du savoir. C'est ce que tu vas nous expliquer dans ta chronique, Sacha. Et oui, c'est vrai, Sophie, que je me suis posé la question. Eh bien, figure-toi que la science et la littérature, bien qu'elles appartiennent à des disciplines séparées au niveau académique, avec pour exemple la fameuse division des parcours lycéens entre les filières S et L, qui a d'ailleurs été abolie à la rentrée 2019, sciences et littérature n'ont pas toujours eu des frontières si marquées. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne lit pas un article scientifique, articulé selon une méthodologie rigoureuse, introduction, matériel et méthode, résultats, discussion, comme on lirait le dernier roman récompensé du prix Goncourt. Mais revenons légèrement en arrière, au début du XVIIe siècle, là où la science, telle qu'on l'entend aujourd'hui, n'existe tout simplement pas encore. On parle plutôt de philosophie naturelle. Celle-ci désigne les textes qui s'intéressent à l'étude de la nature et du monde physique, avant l'avènement de la science moderne, qui débutera avec les travaux de Copernic et de Galilée. Nous sommes alors à la fin de la Renaissance. René Descartes publie le Discours de la méthode en 1637. Dans cet ouvrage, il y expose sa méthodologie du doute, méthode ayant pour but d'éviter l'erreur et de construire le savoir sur des fondations solides et rationnelles, à l'instar des mathématiques. Descartes vient s'inscrire dans l'humanisme philosophique, ou comme on dirait aujourd'hui, l'anthropocentrisme. Il y développe notamment sa théorie de l'animal-machine, qui voudrait que les animaux ne soient que des êtres purement mécaniques, dénués de conscience. Peu après, c'est par exemple chez le poète et fabuliste Jean de La Fontaine qu'on retrouve une mention et réponse à Descartes. Dans son discours à Madame de la Sablière, il réfute le philosophe en affirmant que les animaux sont sensibles et doués d'intelligence. J'ai le don de penser et je sais que je pense. Or, vous savez, Iris, de certaines sciences, que quand la bête penserait, la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée. Descartes va plus loin et soutient nettement qu'elle ne pense nullement. Vous n'êtes point embarrassé de le croire, ni moi. Fin de citation. La Fontaine critique dès lors l'anthropocentrisme de Descartes, qui voudrait rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature. À travers ce siècle, où les savoirs sont en pleine reconfiguration, on retrouve également dans l'œuvre théâtrale de Molière une capture des débats qui agitent la société intellectuelle. Molière intègre à ses pièces une réflexion sur la nature humaine qui déborde le champ spirituel pour donner naissance au champ scientifique. Parsemés au fil des dialogues, les échos aux débats d'idées que provoque la science émergente sont nombreux chez le dramaturge. On retrouve par exemple une interrogation sur la création du monde dans Don Juan. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Ou encore un débat sur la constitution de la matière dans Les femmes savantes. Je m'accommode assez pour moi des petits corps, mais le vide à souffrir me semble difficile,
et je goûte fort mieux la matière subtile. Cette réplique met en opposition la position cartésienne selon laquelle la matière est continue et remplit tout l'espace, à celle du grec antique Démocrite qui pensait la matière constituée de petits grains entourés de vide, les atomes. Les exemples sont nombreux et montrent que les idées scientifiques représentent un véritable terreau fertile pour nourrir récits et fictions. Le recours à l'imaginaire scientifique, lorsqu'il est appuyé par des procédés littéraires et poétiques, comme l'est par exemple la métaphore, permet de donner vie aux idées. En fait, à cette époque, les zones d'échange sont nombreuses entre les approches scientifiques et littéraires. La plupart des hommes de science sont à la fois des littérateurs et des philosophes, comme le Britannique Francis Bacon ou le penseur français Blaise Pascal. Ces approches ne constituent donc pas une division établie, même si leurs horizons vont peu à peu s'éloigner. Le siècle des Lumières qui suivra sera important en termes de diffusion de nouvelles théories scientifiques. La compréhension et maîtrise du monde augmentera grâce à la science. Les travaux de Newton et Kepler en astronomie, expliquant la mécanique céleste, de Lavoisier en chimie, élaborant une nomenclature des éléments, ou de Buffon esquissant une première classification des êtres vivants, seront propagés grâce à des ouvrages, comme le Journal des savants, rédigé par l'Académie des sciences, ou l'Encyclopédie, écrite par Diderot et d'Alembert. Mais plus la science devient institutionnelle, plus elle se sépare de la littérature. Elle devient une discipline à part entière, alors même que les échanges sont à leur apogée. Et pour cause, rares sont les auteurs où leurs œuvres soient extérieures à la science de leur temps, rappelait Michel Serres, feu historien des sciences. Au XIXe siècle, c'est par exemple Émile Zola qui, inspiré par les travaux scientifiques de la théorie de l'évolution, entreprend un cycle de romans qu'on appelle les Rougon-Macquart, où, pour citer l'auteur lui-même, les caractères des personnages sont déterminés par les organes génitaux. C'est du Darwin. La littérature, c'est ça. Il crée donc des personnages qui sont des êtres physiologiques, évoluant sous l'influence des milieux dans lesquels ils vivent. Zola étant donc le savoir scientifique de son temps, à sa façon même de faire de la littérature. La dichotomie entre science et littérature disparaît davantage lorsqu'on s'intéresse à l'élaboration des nouvelles théories scientifiques. Au début du XXe siècle, le célèbre Albert Einstein construit des expériences de pensée avant d'écrire des équations. Il s'imagine à cheval sur un faisceau de lumière ou dans un ascenseur en chute libre. Ce sont ces plongées dans l'imaginaire qui lui permettent par la suite de formuler la finitude de la vitesse de la lumière, ainsi que sa nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale. L'expérience de pensée, c'est ce procédé imaginatif qui se demande « que se passerait-il si ?» C'est une des approches que l'on retrouve aussi en littérature, dans un genre émergent du siècle dernier, la science-fiction. Avec les romans d'aventure et d'anticipation de Jules Verne et Herbert George Wells, la voie de la SF a été grandement ouverte et propagée. Le genre a connu de très nombreux auteurs au long du XXe siècle, comme Isaac Asimov, Frank Herbert, Arthur C. Clarke ou Philip K. Dick, liste loin d'être exhaustive. La multiplicité des récits de SF se différencie en plusieurs sous-genres, la dystopie, l'uchronie, le space opéra ou encore le cyberpunk, pour ne citer que les principaux. Ces œuvres, mêlant savoir scientifique et imagination, ont gagné une popularité croissante et connu de nombreuses adaptations en bande dessinée, films, séries ou encore jeux vidéo. Mais, comme vu précédemment, la SF n'est pas le seul registre qui aborde la science et ses questionnements de façon littéraire. Depuis un peu plus de 30 ans, l'étude de relations entre littérature et la science est devenue une discipline à part entière, principalement dans les universités anglo-saxonnes. Frédéric Aït-Touati, chercheuse spécialiste de littérature comparée et d'histoire des sciences, ainsi que metteuse en scène, écrit à ce propos de ce mouvement que le rapprochement avec l'histoire littéraire permet d'envisager la science comme une partie intégrante et importante de la culture, une revendication des scientifiques souvent trop peu entendue, et que cette ouverture symétrique témoigne d'une volonté d'interroger et ainsi de remettre en cause les grandes partitions binaires de la pensée occidentale. Ainsi, l'idée qu'un scientifique ne communiquerait qu'en chiffres et en graphiques et qu'un littéraire ne comprendrait pas le monde, en dehors des figures de style, est un présupposé à jeter à la poubelle. Science et littérature ne s'opposent pas, mais au contraire se complémentent et s'influencent mutuellement pour donner une vision du monde toujours plus riche et complexe. Merci pour cette première chronique, Sacha. Chronique que vous pouvez retrouver avec les sources sur le site du Labo des Savoirs si vous voulez aller plus loin. On écoute tout de suite La Terre de Walter Astral et on revient juste après pour explorer ensemble le ciel à l'époque de Jules Verne. «
éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs. Tout à l'heure, on a évoqué la redécouverte d'un observatoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu à quoi ils servaient, les 2 observatoires qui étaient à Nantes et puis ceux qui existent encore en France? Oui. Alors, ces observatoires, le premier dans ce genre, en tout cas, parce qu'il y a eu d'autres observatoires astronomiques avant à Nantes, mais il y a eu un observatoire astronomique qui a été créé sur la Maison Gralin, ce qui correspond à l'Hôtel de France aujourd'hui, donc le bâtiment qui est à droite du théâtre Gralin, en haut de la rue Crébillon, et où il existait une tour à l'époque, et qui est devenu en 1823 un observatoire astronomique destiné à la marine de commerce de Nantes, qui était destiné au contrôle et au réglage des chronomètres de marine qui étaient embarqués à bord des navires. Et ces chronomètres de marine, qu'on surnommait également des garde-temps, avaient pour fonction de garder à bord du navire un temps de référence. C'est-à-dire que quand on regardait ce chronomètre, on était à l'autre bout du monde, sur le Pacifique, dans l'océan Indien, qu'importe, et bien l'heure qui était affichée sur ce chronomètre était l'heure d'un méridien de référence. Pour la marine française, c'était à l'époque l'heure du méridien de Paris. Donc on avait à chaque fois un référentiel temporel qui permettait, grâce à des observations astronomiques, de déterminer la longitude en mer. Donc ces observatoires avaient une fonction vraiment très très importante, et l'observatoire de la Maison Gralin, créé donc en 1823, va être progressivement remplacé par un autre observatoire qui, plus que symboliquement, un symbole de pur hasard, est terminé d'être créé en 1828, c'est-à-dire l'année même de la naissance de Jules Verne, mais va véritablement rentrer en fonction en 1835 à peu près. C'est un observatoire astronomique situé au 18 rue de Flandre, Dunkerque, bâtiment qui existe toujours pour cet observatoire-là, et qui était lié à l'école d'hydrographie de Nantes, école d'hydrographie où Paul Verne a été étudiant en 1852-53. Tout est lié. Tout est lié. Et d'ailleurs, quand vous lisez un ouvrage remarquable, qui est un de mes romans préférés de Jules Verne, qui s'appelle Mirifique aventure de maître Antifère, qui est un roman très très drôle, qui est une histoire seulement de latitude, de longitude, enfin plutôt de longitude, il y a un personnage qui ressemble, alors, pour le coup, beaucoup à Paul Verne, qui s'appelle Juel. Pour moi, c'est Paul Verne. J'ai toujours l'impression de voir Paul Verne à travers ce personnage. Et Juel va passer son diplôme de capitaine au long cours, son examen de capitaine au long cours, à l'école d'hydrographie de Nantes. Donc Nantes est présent jusque dans les romans de Jules Verne. Voilà. C'est fantastique. Alors attendez, je vous écoute et je perds le fil de mes questions. Est-ce que on s'éloigne un peu. Alors, je vais rester sur l'observatoire. Cet observatoire, il a continué d'être utilisé jusqu'à quand? Et est-ce qu'on l'a un peu oublié ou est-ce qu'on a toujours su qu'il était là? Alors, l'observatoire ferme, tout au moins officiellement, en 1887. Et progressivement, cet observatoire va être totalement oublié. Au point que, dans les années 1990, cette tour, qui est enclavée dans un îlot d'immeubles entre la rue de Flandre, la rue de Bréa, la rue des Cadeniers et la rue Voltaire, va être, sinon oubliée, en tout cas sa fonction oubliée. Et c'est ce qui va faire le jeu de l'oubli et de la redécouverte, où par mon travail de recherche, je vais retrouver cet observatoire, visible pourtant partout, c'est pas si bien visible que cela aussi. C'est ce qui a participé aussi à son oubli. Et de comprendre, de le contextualiser, d'en refaire tout le fil. Et c'est un bâtiment qui a été totalement oublié et qui est désormais inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc maintenant, il n'est plus oublié. Quelle source historique vous a permis de remettre la main dessus, de le redécouvrir? Ça a tout d'abord été les archives municipales de Nantes, et puis couplé aux archives départementales, également le CARAN, c'est-à-dire les archives nationales, et le service historique de la Défense, en l'occurrence celui de Vincennes, ce sont les sources principales, plus les archives privées de la maison d'horlogerie Breguet également, qui ont permis de retrouver l'histoire de ces différents observatoires. Est-ce que le ciel qui était observé à l'époque de cet observatoire ou de Jules Verne est le même qu'aujourd'hui ?
Oui et non. Non, dans le sens où la pollution lumineuse, bien entendu, a totalement changé notre rapport en tant que citadin avec le ciel astronomique, puisque l'éclairage public existe déjà depuis le XVIIIe siècle, était quand même extrêmement limité et va véritablement commencer à se développer au cours de mémoire des années 1840, principalement, si ma mémoire est bonne, sans être extrêmement gênant au départ. Et puis, il va y avoir, après la Seconde Guerre mondiale, une explosion totale des sources lumineuses qui font que, bien évidemment, ce que l'on faisait dans cet observatoire au XIXe siècle serait totalement impossible aujourd'hui. Vous êtes astrophotographe, donc le ciel de nuit, vous l'observez souvent. Est-ce que cette pollution lumineuse continue de vous gêner aujourd'hui ? Bien sûr, plus que jamais. Enfin, plus que jamais, non. Cette pollution lumineuse est l'élément le plus rédhibitoire pour l'observation du ciel, ce qui fait que les astronomes sont obligés de s'éloigner le plus possible des sources de pollution lumineuse. Un des endroits les plus purs sur Terre pour observer le ciel, c'est le désert d'Atacama, au Chili, ou la base Concordia, en Antarctique, par exemple, ou carrément dans l'espace. Le dernier télescope envoyé dans l'espace, c'est le fameux télescope spatial James Webb, qui a été envoyé carrément à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour être dans un espace absolument parfait pour pouvoir observer le ciel. Et puis en même temps, la crise que nous vivons actuellement, le mal amène du bien aussi, et bien fait que l'augmentation hallucinante de l'énergie fait que les collectivités qui voient leurs factures augmenter d'une manière absolument terrible, réduisent considérablement leur éclairage. Et pour ce qui concerne mon observatoire en Vendée, je vois au fur et à mesure des mois une augmentation d'une manière très significative de la qualité du ciel. Et je peux vous assurer que, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un ciel que je n'avais encore jamais vu au niveau qualité, parce que les différents villages, des communes comme Fontenay-le-Comte ou Niort, en grande partie, éteignent leurs éclairages, et donc on gagne en qualité du ciel. Est-ce que vous avez installé un observatoire dans votre maison ? Voilà. Tout à fait, oui. Donc on peut peut-être espérer cet hiver, avec la crise énergétique, en maigre consolation, un ciel, les étoiles. Un ciel magnifique. Et oui, regarder les étoiles, et c'est une expérience philosophique extraordinaire que tout un chacun devrait pratiquer. Ça permet de comprendre où on habite, et ça permet de comprendre la place, la fragilité de la Terre dans l'univers, à partir du moment où on commence à comprendre notre adresse cosmique. Et si on le fait avec un bon bouquin Jules Verne et une couverture sur les genoux, c'est parfait. Top. Alors Jules Verne qui voyage, pas tant que ça, mais on l'a dit quand même, qui voyage. Mais plus qu'on ne l'imagine bien souvent. Et qui donne envie de voyager aussi. C'est des romans d'aventure qui se passent en mer, qui se passent dans l'espace aussi. Est-ce que il vous a donné envie de voyager ? Ah oui. Alors au départ, je n'ai pas forcément totalement pris conscience, cette passion du voyage et de la science, et qui s'est développée très jeune chez moi. L'esprit du voyage, la découverte de l'ailleurs, de l'autre, l'interculturalité, le prétexte de l'astronomie pour aller dans des endroits totalement improbables où probablement on ne serait jamais allé s'il n'y avait pas l'événement astronomique visible uniquement là. Et donc forcément, très très progressivement, l'univers de Jules Verne est apparu comme étant une source d'inspiration d'abord inconsciente et de plus en plus consciente, au point que certains de mes voyages sont très clairement à caractère vernien. Si vous deviez conseiller un roman pour quelqu'un qui n'a jamais lu de Jules Verne, qui se dit « Oh là là, c'est pas pour moi, ça date du 19e, ça doit être écrit n'importe comment, mon Dieu, je n'arriverai jamais à lire ça », quel roman, nouvelle, texte de Jules Verne vous conseilleriez ? Oh là là, c'est difficile. Mais je pense Voyage au centre de la Terre, je pense. Voilà, je pense. Mais en le lisant, faut le lire plusieurs fois, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de niveaux de lecture. C'est le voyage initiatique par excellence. C'est un roman qui est vraiment très très beau. J'ai un très grand plaisir aussi dans Le Rayon Vert. Le Rayon Vert, parce que en plus le héros principal est une jeune fille. Une jeune fille et une jeune fille qui a du caractère. C'est une jeune fille, je crois qu'elle a 17 ans, Elena, et que ses oncles tuteurs, elle est orpheline. Voilà. Ses oncles tuteurs qui sont adorables, qui sont des gens, des sortes de Dupont, un petit peu, de frères, ne lui veulent que son bonheur. Donc, la marier. Mais, bien sûr.
le mari qu'ils ont trouvé ne lui correspond absolument pas. Donc elle trouve un stratagème parce qu'elle a du caractère. Elle ne veut pas faire non plus de peine à ses oncles qui sont tellement adorables. Voilà. Mais c'est un sacré petit bout de bonne femme et qui montre qu'il y a des sacrées héroïnes dans l'œuvre de Jules Verne. C'est la fin de cette émission sur le très scientifique Jules Verne. Merci à Olivier Sauzereau de nous avoir raconté la vie de cet auteur sous le prisme des sciences et merci au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes de nous avoir reçus. Merci également à Sacha Citerne pour sa première chronique sur la relation entre science et littérature. Elle est à retrouver sur notre site internet. Et si ce sujet vous intéresse, nous serons aux Utopiales du 29 octobre au 1er novembre pour 2 émissions spéciales. Venez nous voir. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.